Bonjour, vous êtes Hélène Touy, vous êtes candidate pour les prochaines élections européennes. Vous êtes avocate de métier, de passion aussi, on en parlera tout à l'heure, et vous êtes aussi cofondatrice du parti animaliste. Est-ce bien le terme d'abord? Tout à fait. Très bien. Et vous êtes née le 23 décembre 1983. Tout à fait. Nous avons, nous, Europa Nova, produit un rapport, le rapport du conclave, qui a réuni la société civile européenne avec 50 personnalités, mais aussi les citoyens, pour s'interroger sur les futures priorités européennes à l'horizon 2040. C'est un travail que nous avons fait à Lisbonne, entre Européens, et nous sommes curieux de connaître quelles sont vos 3 priorités. Donc c'est un travail qui parle de la puissance, hein, je vous le donnerai tout à l'heure, voilà, vous pourrez repartir avec. Mais c'est important d'engager la société civile. Vous êtes avocate, donc vous venez aussi de la société civile. Donc quelles sont pour vous, dans cette élection, et puis aussi en tant que personne, les priorités à l'horizon 2040, les priorités européennes? Alors, les 3 priorités, à notre sens, il y en a une qui est, pour nous, la première fondamentale, parce que beaucoup d'autres en découlent, notamment parmi les priorités qui sont visées dans votre rapport, c'est le changement de notre modèle agricole. Pourquoi? Parce que du changement de notre modèle agricole va découler d'importantes incidences en matière de santé publique, qui est une priorité effectivement qui est pointée dans votre rapport et qui est pour moi la seconde priorité, et également le changement climatique. Alors pourquoi le modèle agricole? Parce que notre modèle agricole, aujourd'hui, c'est l'alimentation d'abord. L'alimentation, cet acte quotidien que l'on fait 3 fois par jour, qui a des incidences évidemment sur la façon dont on traite les animaux, aussi sur les questions d'environnement, la pollution que cela engendre, notamment la question de l'élevage industriel et intensif, le gaspillage de ressources aussi qui va en résulter, et également les questions donc changement climatique, comme je l'ai indiqué. Donc pour nous, c'est les 3 priorités. S'intéresser au modèle agricole, c'est être à la croisée de ces différentes questions et de préparer un nouvel avenir vertueux pour les individus, tous les individus, humains, animaux, et également pour l'environnement. Merci. Donc dans les priorités, c'est l'alimentation, la santé, le bien-être animal, si je résume. Sur l'élargissement de l'Union européenne, quelle est votre opinion? Alors, nous n'avons pas d'opposition à l'élargissement de l'Union européenne. En revanche, nous sommes attentifs aux difficultés qui sont actuellement pointées dans nos rencontres que l'on peut avoir avec notamment les agriculteurs, les producteurs, qui nous indiquent effectivement les différences en termes sociaux, notamment en termes salariales, engendrent ce qu'ils qualifient de concurrence, entre guillemets, je mets des guillemets, déloyale, mais ce qui prouve malgré tout qu'il y a aujourd'hui une difficulté que l'on doit dépasser pour pouvoir continuer ce beau projet européen et donc poursuivre l'élargissement. Mais élargir sans régler les problématiques qui sont aujourd'hui pointées, c'est prendre le risque d'éloigner encore l'Europe des citoyens, alors que nous devons au contraire reconnecter les citoyennes et les citoyens européens avec ce beau projet européen. Donc vous avez une vision plutôt citoyenne de l'élargissement d'abord et ensuite plus institutionnelle. Donc c'est le Yalta à l'envers, ce n'est pas les dirigeants qui décident, mais ce serait bien finalement un travail amont avec l'ensemble des citoyens européens. Ce qui est vraiment important, c'est d'abord de sensibiliser les citoyennes et les citoyens européens à ce qu'est l'Union européenne, au progrès qu'elle a permis, parce qu'il y a souvent un discours de stigmatisation de l'Union européenne qui est souvent instrumentalisé aussi, il ne faut pas se leurrer. L'Union européenne est souvent pointée comme étant la responsable de tous nos problèmes nationaux, sans que vraiment on aille vraiment dans le détail. Or, on oublie de dire, alors évidemment qu'il y a des difficultés qui sont inhérentes à l'Union européenne, au fonctionnement de l'Union européenne, mais on passe sous silence tous les progrès qu'a permis l'Union européenne à la fois pour les humains et pour les animaux. Je voudrais juste citer un exemple. Toutes les règles de protection animale que l'on a sur notre territoire, mais aussi sur l'Union européenne, ça vient de l'Union européenne, des règles de protection animale. Ce n'est pas la France qui a permis ces évolutions, c'est l'Union européenne. Donc évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est pour nous important de pointer les bénéfices de l'Union européenne. Alors vous parlez de l'Union européenne comme un bouclier finalement par rapport à la santé animale par exemple.
Par rapport à la santé humaine, c'est-à-dire la guerre s'est invitée aux portes de l'Europe, dans l'Europe en fait, même pas aux portes, dans l'Europe. Par rapport à ça, quel est votre point de vue sur la défense? Vous la souhaitez à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, ce que souhaitait Jordan Bardella, que nous avons su il y a peu de temps? Ouais. Alors, la question de la défense européenne, c'est une question qui est fondamentale, mais elle suppose d'abord de pouvoir avoir une vision commune de l'Union européenne et une adhésion des citoyens à l'Union européenne. Parce que la défense commune, c'est une avancée qui serait majeure pour l'Union européenne, qui engage chaque citoyen et chaque citoyen de l'Union européenne. Et donc, il faut que l'on s'assure que les valeurs qui sont si chères à l'Europe, de démocratie, de liberté, de justice, d'égalité, de progrès, elles soient communes à tout le monde et que l'on puisse ensuite se poser la question effectivement d'une défense commune. Mais pour nous, la question de la défense commune, elle doit passer aussi par la parole donnée aux citoyens parce que c'est effectivement un changement qui est majeur, qui aura des incidences majeures et qui suppose donc d'interroger les citoyens pour qu'ils puissent se positionner. Êtes-vous plutôt pour une Europe fédérale ou une Europe des nations, ce qui a été statué dans le traité de Lisbonne par exemple? Quelle est votre vision de l'Europe de manière, finalement, de manière long terme et de manière plus structurelle? Comment vous imaginez l'Europe demain? Est-ce que c'est l'Europe de Victor Hugo, les États-Unis d'Europe, ou est-ce que c'est une Europe de coopération, ou alors un statu quo? Alors, nous, on porte une Europe du progrès, une Europe vertueuse, qui permettent à tous les pays d'avancer ensemble vers une meilleure prise en compte des humains, une meilleure prise en compte des animaux, une meilleure prise en compte de l'environnement. Donc tout ça, on porte une vision d'harmonisation vers le haut. Quelque chose qui est très important, et vous avez parlé du traité de Lisbonne, c'est la question de la primauté du droit de l'Union européenne, qui était jusque-là complètement absent de nos traités, qui a été d'origine seulement jurisprudentielle, mais qui, avec le traité de Lisbonne, a donné lieu à une déclaration qui a été annexée à ce traité. Et c'est une avancée qu'il faut souligner et qui montre aussi le sens que l'on donne à l'Union européenne. Pour nous, la question de l'Union européenne, c'est une question donc qui doit avancer en prenant en compte l'ensemble des harmonisations qui sont possibles pour aller vers le mieux. Alors, Europe de nations vs Europe fédéraliste. En tout cas, nous, la question que l'on pose aujourd'hui et le symptôme que l'on voit principalement à l'Europe des nations, c'est l'Europe des lobbies surtout. Le problème, c'est que nous sommes en fait confrontés à une situation où, et c'est ce qui induit aussi un décalage aussi important entre les citoyens qui ont du mal à se reconnaître dans cette Europe et peut-être aussi qui cause cette abstention qu'on risque d'avoir pour cette élection, c'est cette déconnexion entre le citoyen européen et les institutions de l'Union européenne. Mais il y a aussi cette déconnexion parce qu'il y a un poids des lobbies beaucoup trop important qui confisque l'intérêt général. Donc nous voulons une Europe vertueuse et qui aille dans l'intérêt général. Qu'est-ce que vous êtes quelle est l'action que vous avez menée jusqu'à présent en politique dont vous êtes le plus fier? Alors, sur le plan de l'Union européenne, quelque chose qui pour nous est importante, il y a plusieurs partis animalistes européens. Nous travaillons ensemble à porter ensemble des valeurs communes de défense des individus, humains, animaux, de l'environnement, dans nos pays respectifs, évidemment, mais aussi conjointement. Nous l'avons fait lors des élections européennes de 2019, où nous avons porté un manifeste commun. Nous nous sommes présentés, nous étions 11 partis animalistes européens, et nous avons poursuivi, et nous continuons à poursuivre ce travail de vision commune, de cohésion ensemble, pour aller ensemble au Parlement européen. Vous vous réunissez de temps en temps, c'est ça? Tout à fait, nous nous réunissons au moins une fois par an, mais plusieurs fois par an, physiquement, mais également lors d'échanges par visio. D'accord. Là, je m'adresse, parce que vous êtes avocate de profession, donc c'est intéressant. Nous, on travaille beaucoup sur le droit européen, l'état de droit d'abord, et plus précisément aussi sur l'harmonisation du droit européen. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas vraiment d'harmonisation européenne, en tout cas pas dans tous les domaines, et presque dans très peu de domaines finalement. Il y a quand même une cour contre la corruption, par exemple, une cour européenne, mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de compétences européennes en termes juridiques. Et du coup, par exemple, sur le droit privé, il y a des divorces qui se passent assez mal entre habitants d'Europe. Si c'est deux nationalités différentes, ça reste
il peut y avoir des décisions de justice, mais qui ne sont pas exécutées, notamment dans le droit privé, le droit des divorces, je crois que c'est une de vos compétences, le droit des familles. Deuxième exemple, le droit des affaires. Les entrepreneurs, on dit toujours souveraineté européenne, plus d'Europe, le Made in Europe. Mais c'est vrai que notamment les moyennes entreprises et les petites entreprises peuvent être empêchées par des règles ou des réglementations différentes encore à l'intérieur du marché intérieur européen. Par rapport à ça, comment vous positionnez il y a le Code européen, par exemple, c'est un exemple, le Code européen du droit des affaires, qui finalement est le résultat, le fruit d'un travail bénévole de 200 juristes, qui, un petit peu agacés parce qu'il n'y avait pas de demande publique, finalement, ils se sont soudés et ils ont dit on va faire un premier code s'il n'y a pas de demande, mais nous on en a besoin, en tout cas les entrepreneurs en ont besoin pour pouvoir naviguer, se développer davantage dans l'entrepreneuriat européen. Donc par rapport à ça, là j'ai le plaisir d'interroger une avocate. Quelle est votre vision sur cette harmonisation du droit européen ? Alors d'abord, c'est une nécessité. Alors effectivement, vous avez indiqué qu'il y a des domaines qui sont peu nombreux, mais qui sont de la compétence de l'Union européenne. Et ce qui est important, c'est la question de la primauté du droit européen avec la Cour de justice qui permet effectivement de rappeler les États à l'ordre lorsqu'ils essaient de se départir de cette règle de la primauté. On sait bien qu'il peut y avoir des fois des tentations. Et l'avocate que je suis, effectivement, utilise aussi ce levier européen pour rappeler des fois aux juridictions nationales que le droit de l'Union européenne, il prime et il doit primer. Et ce sont le premier juge de l'Union européenne, c'est notre juge national, il doit le faire. Et donc évidemment, sur les domaines qui ne sont pas harmonisés, qui ne sont pas de la compétence de l'Union européenne, il faut travailler à avoir des règles de gestion de ces conflits de textes qui effectivement au final sont préjudiciables aux justiciables. Merci. Enfin, une question plus personnelle. En tant que femme et non pas en tant que candidate, là vous vous présentez quand même sur une échéance européenne. Quel a été votre déclic, votre histoire européenne, un voyage, une rencontre, une langue, voilà, une situation géographique? Quel a été votre déclic pour vous intéresser au sujet européen? Alors, dans le cadre de mes études d'avocate, j'ai fait mon projet individuel à la Cour de justice de l'Union européenne, donc au Luxembourg, où j'ai travaillé évidemment sur la préparation des décisions qui devaient être rendues par la Cour de justice, des dossiers dont elle était saisie. J'étais dans un cabinet du vice-président de la Cour de justice, donc cela m'a passionnée. J'ai travaillé avec des référendaires de différents pays, avec d'autres étudiants d'autres pays. Et donc ça a été pour moi à la fois un déclic, mais j'avais déjà cette attirance pour le droit de l'Union européenne, et aussi un plaisir de pouvoir travailler ensemble, de partager des valeurs de démocratie, des valeurs de progrès avec d'autres partenaires et étudiants européens. Merci beaucoup Hélène Pouy d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup à vous pour votre invitation.